Bonjour à tous, bonsoir à tous, bonjour. Bonsoir. Je suis en compagnie de Laurent ce soir, donc ce Laurent de la chaîne de CoinSU, que je remercie d'être là pour ce premier live sur Diabolo Twitch. Ce soir, on va traiter un sujet assez brûlant par rapport à ce qui s'est passé avec le Terra Luna et son coin l'UST, son stablecoin. Et on va voir l'impact qu'il peut y avoir sur d'autres stablecoins. Est-ce que les autres stablecoins finalement sont sûrs? Est-ce qu'on peut les utiliser? Est-ce qu'on peut stocker de la valeur dessus? Est-ce que le marché de crypto a un gros talon d'Achille avec certains stablecoins? C'est ce qu'on va voir ce soir avec notre ami Laurent, ici présent, qui a travaillé sur le sujet, notamment sur le sujet de Terra Luna depuis plusieurs mois, notamment qui a publié une vidéo il y a 6 mois avertissant les utilisateurs qu'il y avait des risques justement sur le procédé d'évaluation du stablecoin UST. Donc, Laurent, je te laisse te présenter. Ok, super. Écoute, enchanté d'être présenté à ta communauté. Donc effectivement, oui, moi je m'intéresse au marché crypto dans son ensemble et aussi au risque systémique en général, parce que je pense que, comme on l'a vu il y a quelques semaines sur Terra, quand on investit dans un projet crypto en particulier, ça peut être très très dangereux, et les risques systémiques ont un impact global sur l'ensemble du marché. Donc, savoir ou pouvoir évaluer ou pouvoir suivre des métriques qui permettent de savoir quand ça commence à sentir mauvais, c'est pas mal. Moi, effectivement, j'ai fait une vidéo début septembre, il y a 8 mois, 8-9 mois, pour expliquer ce que j'avais compris du protocole Luna il y a à peu près 1 an avant le crash. Et donc, du coup, j'essaie de prendre des pincettes parce qu'à l'époque, ne pas être fan de Luna, c'était un blasphème. Donc, mais bon, je disais quand même les choses clairement en fin de vidéo, comme quoi, pour moi, c'était $0 investi dans ce projet pour les raisons qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Donc, du coup, UST, et il avait une particularité par rapport aux autres stablecoins, c'est qu'il était dit algorithmique. Et moi, je suis ingénieur en informatique, entre autres. Du moins, j'ai fait de l'ingénierie en informatique. Je suis encore quelqu'un qui programme encore à l'heure actuelle sur pas mal de trucs. Et donc, du coup, l'aspect algorithmique du truc, moi, m'intéresse. Donc, du coup, je me suis intéressé à ce protocole. Et puis, j'ai audité moi-même ce qui étaient les mécanismes sous-jacents de ce PEG. Et j'ai déterminé que, à mon avis, dans différentes circonstances, on allait perdre le PEG, avoir une sorte de spirale, de cercle vicieux, l'entraînant à zéro. Et finalement, quand ces conditions étaient réunies, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est plutôt pratique des lignes de code parce qu'on peut, en modifiant les paramètres, savoir ce qui va se passer, et en modifiant les paramètres, on pouvait déterminer ce qui s'est passé. Les gens qui ne l'ont pas fait et qui avaient des millions ou des milliards là-dedans, ce sont des gens qui n'ont pas fait leur devoir correctement. Alors, est-ce qu'on peut rappeler la capitalisation, enfin, la TVL, ce que représentait encore à son plus haut? Je ne sais pas si on peut partager un graphe. Oui, alors écoute, tu sais quoi, on va pas y aller par 4 chemins, je vais carrément partager mon écran, comme ça on va pouvoir avoir un visuel plutôt, bien qu'on ait des visages charmants, des visages radieux. On va aller voir. On va aller voir la market cap de l'UST. Donc ça, c'est ce fameux stablecoin. Et on voit que sa market cap au total, elle était de 18,7 milliards. Aujourd'hui, elle est à zéro, quasiment à zéro. Encore une market cap résiduelle de on ne sait pas quoi. Le prix n'est pas exactement à zéro, on est tombé à 1 centime. Bon, bref. Et donc, du coup, voilà, moins 99% ou un truc comme ça. Il faut juste préciser pourquoi il y avait autant de personnes qui allaient sur ce protocole-là. C'est parce qu'il proposait un taux garanti aux alentours de 20%.
Alors, qui voilà. était, Alors, qui était quand même assez haut si on veut par rappeler rapport au toute l'histoire de l'UST, moi, j'engage plutôt les spectateurs qui voudraient comprendre ce phénomène et c'est quelque chose qui est assez long à expliquer. Je voudrais pas. Oui, Je préférerais passer au sujet du jour, c'est-à-dire la suite. C'est pas le sujet, c'est juste pour. C'est intéressant de voir un peu l'archéologie de tout ça. Et si je devais l'expliquer en 2 mots, Encore Protocol, c'était en réalité un money market, c'est-à-dire un endroit où on peut emprunter du stablecoin ou d'autres cryptos, et où on peut prêter d'autres cryptos ou du stablecoin. Et donc, du coup, bien, les emprunteurs payent un taux d'intérêt et les gens qui prêtent, eux, jouissent de ce taux d'intérêt. Et la raison pour laquelle il y avait un taux d'intérêt extrêmement élevé, c'est-à-dire 20% sur une monnaie stable, c'est quand même très élevé, eh bien, c'est parce que pour attirer la foule, pour attirer des liquidités, il est très courant dans le domaine des cryptos de faire des programmes, des programmes qui permettent d'attirer le chaland en promettant pendant un certain temps un yield sponsorisé, on va dire. C'est une opération marketing. Le problème, c'est que cette opération marketing a été assez mal comprise par la communauté en général. Les gens ont pensé que ces 20%, c'était pour toujours. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ce truc-là est devenu très, très populaire. C'est intéressant de voir en fait qu'avant, on va dire, cette extrême popularité qui a démarré en novembre, c'est-à-dire au début du bear market, on avait une croissance de ce truc-là qui était quand même très élevée. Vous voyez, ça, c'est avant, on va dire, la cassure, quoi, la cassure de novembre, quoi. Et à partir de novembre, là, c'est devenu, complètement fou, quoi. Ça, c'était déjà une énorme croissance, mais cette croissance est très faible par rapport à la croissance d'après, qui est donc ici, on a l'impression que c'est plat, alors que c'est une croissance qui est déjà énorme. Et ici, c'est une croissance qui est débile, en fait. Ça attirait ça a attiré littéralement des milliards. Et donc, du coup, effectivement, ce yield sponsorisé se vidait très, très rapidement. Tant et si bien qu'en janvier, on est arrivé presque à zéro. Et là, ils ont remis 450 millions au pot, mais ils étaient dans une sorte de fuite en avant, puisque soit ils baissaient le yield, et là, ça allait faire partir les capitaux et faire cracher leur algorithme, parce que si des gens retirent, un peu à la manière d'un Ponzi, même si j'aime pas appeler ça un Ponzi parce que c'est pas exactement la même mécanique, mais bon, bref, peu importe. Si des gens retiraient, en tout cas, ça allait s'écrouler un peu comme dans un Ponzi. Et donc, du coup, en s'écroulant, on connaît ce qui se passe quand ça s'écroule, quoi. Donc, du coup, ils ont rajouté 450 millions au pot. Et donc, du coup, en rajoutant 450 millions au pot, c'est-à-dire par là, vers janvier, et ben, du coup, ils ont pu continuer de sponsoriser le yield. Mais le bear market avançant, il y a de plus en plus de gens qui recherchaient du yield sur les stablecoins. Et là, on est passé de 10 milliards à 18 milliards. Et finalement, ce n'est pas le fait que cette yield reserve se vidait de plus en plus vite qui a fini d'achever le protocole, étonnamment. Ce qui a fini d'achever le protocole, c'est un graphique que je peux vous montrer qui est rigolo, si on veut, quoi. C'est un graphique qui est... Ah, mais je ne sais pas si je peux encore y avoir accès sur... Non, je ne peux plus y avoir accès sur TradingView, malheureusement, parce qu'ils ont délisté le Luna sur pas mal de trucs, et du coup, j'ai plus de graphique. Mais en gros, moi, ce que j'aimais bien faire, c'était... Alors, pour expliquer un petit peu l'algorithme, pour expliquer vraiment pourquoi ça s'est pété la gueule, c'est très simple de le comprendre d'un point de vue risk management pour quelqu'un qui a un fonds d'investissement, ce genre de choses. Ce qui garantissait l'UST, l'algorithme, le fameux algorithme qu'il y avait derrière, c'est que il y avait un autre token, le Luna, qui était très populaire à l'époque et qui était dans le top 10 et qui était très capitalisé, qui était convertible en UST. Et étant convertible en UST, c'est-à-dire que si vous aviez, mettons, 100 000 $ d'UST,
vous pouviez échanger ces UST contre du Luna, peu importe le prix du Luna. Puis ensuite, vos Luna, ils étaient faciles à liquider. Vous pouviez aller sur Binance, sur FTX, sur plein d'exchanges. Les plus gros exchanges le proposaient. Et ensuite, récupérer des dollars américains ou ce que vous vouliez, quoi, des euros, peu importe. Donc, en fait, effectivement, vous aviez cette garantie de convertibilité. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si le Luna, en termes de market cap, de capitalisation totale, tombe sous la capitalisation de l'USD. Qu'est-ce qui se passe si là, on avait environ 18 milliards? Qu'est-ce qui se passe si le Luna, lui, il arrive, mettons, à 16 milliards? Eh bien, ça veut dire que si tout le monde, tout à coup, veut se débarrasser de ces UST, eh bien, non seulement il y a beaucoup d'UST qui vont être dumpés sur le marché, accélérant le crash du Luna, mais en plus, il y a 2 milliards qui manquent, quoi qu'il arrive, quoi. Donc, ce qui se passait, c'est que vous aviez parfois un ratio de market cap entre les deux qui était à 3, à 5, à 2, à 10. Mais quand on est arrivé en bear market, évidemment, le prix du Luna tombait comme le prix de tous les altcoins. Et donc, du coup, petit à petit, le prix tombait. Et puis, un beau jour, il est passé sous les deux. Et là, quand il passe sous les deux, on avait une expérience de l'année d'avant où c'était très mauvais signe, quoi. Et puis, quand il est arrivé vers 1,6 en ratio, là, il y a des baleines, ce qu'on appelle des baleines, c'est-à-dire des gens qui possédaient beaucoup d'UST, qui ont décidé de sortir du jeu, soit parce qu'ils avaient, comme certains gens, comme certaines personnes qui ont tendance à voir des théories complotistes partout, l'envie de détruire ce protocole, soit tout simplement ils avaient envie de ne pas prendre le risque d'être les derniers à sortir de ce qui s'apparentait de plus en plus à un pondu, quoi. Et donc du coup ils sont sortis, ils ont profité du yield de 20% tant qu'ils ont pu, et puis quand ils ont considéré que c'était trop risqué, ils ont sorti. Ça a créé un léger dépeg, et puis le dépeg a fait paniquer des personnes, et puis un phénomène d'emballement, et puis ça s'est pété la gueule. Voilà pour le résumé. Voilà, c'est un résumé court. heureusement que tu as dit que c'était court. Malheureusement, c'est que je voulais pas le faire, mais. Oui. Non, mais c'est bien parce que. On est obligé d'être un peu tous à la même enseigne pour savoir un petit peu. Les gens apprendront peut-être. D'accord. Je pense que maintenant on peut parler directement de l'historique de ce qui s'est passé sur les autres stablecoins. Exactement. Alors, on va essayer d'aller dans la plus série. vite. Donc, la date clé, c'est le 9 mai, parce que le 9 mai, tout se pète la gueule. Et donc, du coup, là, ça a commencé à swinger sur les marchés, et notamment les marchés du stablecoin. Alors, moi, je pense fondamentalement que la question qu'il faut se poser quand on choisit un stablecoin, c'est la solvabilité, quoi. Que se passe-t-il en cas de bank run? Aujourd'hui, le marché des stablecoins, comme ce premier graphique que je montrais, en gros, il se partage en 4 acteurs majeurs. USDT, qui a 72 milliards, USDC, qui a 53 milliards, BUSD, qui a quasiment 18 milliards, et DAI, qui a 6,5 milliards. Alors, il y a encore MIM, etc., mais on voit que les market cap descendent très vite, quoi. Donc, du coup, moi, j'ai envie de m'intéresser à ces 4-là, parce que, comment dire, les autres que je connais ne sont pas, enfin, je les connais pas tous déjà, parce que faudrait vraiment y passer des heures et des heures. Et disons que, au final, à mon avis, il vaut mieux se concentrer sur les projets les moins exotiques. Et parmi ces 4-là, j'élimine le DAI parce qu'au final, le DAI, c'est un stablecoin algorithmique lui aussi, mais je ne l'élimine pas parce qu'il est algorithmique, je l'élimine parce que le collatéral de ce truc-là, dans le collatéral de ce truc-là, il y a les stablecoins du dessus, entre autres, notamment de l'USDC. Donc du coup, faire confiance au DAI, ça revient un peu à faire confiance à l'USDC en partie. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la solvabilité et qu'est-ce qui se passe dans le game des 3 plus gros. Alors, ces 3 plus gros,
il faut savoir qu'ils sont dans le top 10 des market cap de la crypto. C'est-à-dire que BUSD est 8e et USDT et USDC sont carrément 3e et 4e. Donc autant dire que ce sont des gros acteurs de la crypto. Et donc du coup, si je reprends mon truc, la question principale, c'est qu'est-ce qui se passe pour ces trois-là, quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas envie d'un petit peu voir ce qui s'est passé pour eux à la suite de ce DPEG? Et donc du coup, moi je suis allé voir l'USDT. Et alors l'USDT est très intéressant parce que l'USDT, ça c'est pas le prix de l'USDT, hein, c'est la market cap de l'USDT, c'est le nombre de USDT en circulation. Le prix, vous allez le voir, il n'a pas trop bougé. Il s'est passé un truc bizarre ici, mais on va en parler justement. Et donc du coup, sa market cap, c'est le nombre d'USDT qui est en circulation. Avant le crash, il était aux alentours de 82 milliards. Puis, il est passé à 72 milliards. Donc, on a perdu 10 milliards en route comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour ce stablecoin de perdre 10 milliards? Alors lui, il ne marche pas avec un algorithme étrange. Ce qui se passe, c'est que Tether, l'entreprise qui s'occupe de USDT, ce sont des gens qui déclarent, et il faut leur faire confiance ou ne pas leur faire confiance, qu'ils ont pour chaque USDT en circulation des USDT en banque. Et donc du coup, si vous prenez 1 million d'USDT, que vous leur donnez, ils vous l'échangent contre 1 million de dollars et ils brûlent leur token. Et donc du coup, leur market cap diminue. Si vous arrivez avec 1 million de dollars, vous leur donnez 1 million de dollars, ils vous donnent 1 million d'USDT et boum, leur market cap monte de 1 million de dollars. C'est la raison pour laquelle on peut voir, excusez-moi, ça ne marche pas comme j'ai envie que ça marche. C'est la raison pour laquelle on peut voir là leur market cap monter, grimper, puis là elle repart en arrière, puis là elle remonte, puis là elle redescend. C'est parce que parfois il y a des gens qui leur rendent des dollars et parfois il y a des gens qui leur amènent des dollars. Et c'est ce qu'ils se proposent de faire. Et donc du coup, la question cruciale pour savoir si on fait confiance à USDT, c'est en cas de bank run, est-ce que si jamais un jour ils disent à leurs clients désolé, vous m'avez amené 1 million de dollars et je suis pas capable de vous donner 1 million d'USDT et je suis pas capable de vous donner 1 million de dollars, alors dans ce cas, ça voudra dire que l'USDT vaut 0. Et dans ce cas-là, ce sera une panique sur le marché des cryptos. Il y aura 72 milliards de dollars qui vaudront 0 tout à coup, comme c'est arrivé pour les 18 milliards de UST. Mais on n'en est pas là, et au contraire, malgré un stress énorme sur leur mécanisme, un stress de 1/8, c'est beaucoup, le PEG a bien tenu, quoi. Il vaut toujours 1 dollar, donc ils ont toujours réussi, quoi qu'il arrive, ils ont, peu importe les millions et les milliards même qu'on leur a demandé de décaisser, ils ont pu les décaisser. Donc c'est plutôt un stress test qui est bien passé. Seulement, il faut savoir que SDT, depuis des années et des années, il y a des gens qui les soupçonnent de ne pas avoir cet argent en caisse pour des raisons de problèmes de transparence. Alors, est-ce qu'on connaît la raison de ce retrait de 10 milliards sur USDT? Alors, la raison de ce retrait, moi j'ai un peu enquêté justement, et donc du coup je vais pouvoir vous donner deux, trois infos croustillantes. deux, trois infos, deux, trois alphas. Ce qui se passe, c'est que en gros, je pense qu'il y a une combinaison de facteurs. Déjà, étant donné le stress qu'il y a eu sur les stablecoins, il y a des gens qui ont dit « Oula, je sors du jeu ». Et parmi ces gens-là, beaucoup de gens ont dit « Je vais essayer de prendre un truc qui a une meilleure réputation que USDT parce qu'apparemment, je l'ignorais, mais il y a une réputation sulfureuse. » Tout le monde dans le monde des stablecoins sait qu'ils ont une réputation sulfureuse, mais tout le monde ne le sait pas dans le quidam ou même dans les gens qui utilisent la crypto souvent, quoi. Et donc du coup ils se sont rendus compte que l'UST finalement ils pensaient que c'était bon et puis c'est pas bon, et tout à coup ils se disent mais moi au fait j'ai l'USDT, ça ressemble vachement, c'est bon ou c'est pas bon. Ils font 3 recherches Google et ils voient qu'il y a des procès avec la SEC
Donc la SEC, c'est le gendarme des marchés financiers aux États-Unis, etc. Enfin, il y a quand même des trucs qui se passent quoi, au niveau juridique. Et donc, du coup, ils ont un peu peur et hop, ils bazardent pour autre chose, quoi, tout simplement. Ouais. Mais, en fait, ça, c'est pas simplement ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est pas simplement un mouvement de marché. Il s'est passé d'autres trucs. Il y a des gens qui ont dépensé de l'argent. Beaucoup d'argent. Là, c'est un tweet que j'avais fait le 12 mai. Alors, ça, c'est un gars qui nous donne une information intéressante parce que lui, il suit un peu les mouvements de marché sur les stablecoins. Et là, il dit en gros qu'il y a un gars qui a dépensé 390 millions de dollars, enfin qui a perdu 390 millions de dollars, tout simplement en faisant un trade massif USDC, USDT, quoi. C'est-à-dire qu'il a vendu énormément de USDT et il a réussi du coup à faire dépayer sur un des exchanges, en l'occurrence le plus gros sur Binance. Et donc du coup, voyant un dépeg de l'USDT, les gens l'ont pris au sérieux et il s'est passé des trucs. Alors, on peut quand même regarder les heures et voir que ce trade dont on parle, c'est celui-là, là. Celui qui se passe le 11 mai à 21h sur TradingView. Et donc, du coup, il avait probablement, ou une autre personne avait fait probablement une première opération qui a dû coûter beaucoup d'argent aussi également, à ce niveau-là. Il y a une deuxième opération qui s'est faite à ce niveau-là. Et donc, du coup, petit à petit, bah, ça a déclenché une panique et il y a eu un dépeg, et un dépeg jusqu'à 14%. C'est énorme. Ouais, Puis, je m'en souviens, on avait encore à chaud au fait le dépeg de l'UST, ça a été comme une bombe atomique. Et quand on a commencé à voir que l'USDT commençait à dépeg de 16%, bah, j'avais des clients au téléphone qui me disaient mais est-ce qu'il faut que je vende tous mes USDT? Tout le monde était en panique. Qu'est-ce que je fais? Non, mais il y avait une vraie panique. Il y avait une vraie panique. Il y avait une vraie panique. Ouais. Là, à ce moment-là, pour ceux qui l'ont vécu en live, moi, j'étais pas fier, j'avais aucune info, comme tout le monde, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a des informations parmi les gens qui sont connectés? Est-ce qu'il y a vraiment une fuite? Bon, moi, j'avais 0 USDT à ce moment-là, parce qu'on va le voir, c'est un autre coin. C'est un autre stablecoin que j'utilise. Donc du coup, voilà, bon, il y a quelqu'un qui s'est payé, qui s'est acheté comme cadeau de Noël, mais pas à Noël, un dépeg de l'USDT, et pour ça, il a dépensé beaucoup d'argent, et ça a donné ça, quoi. Ok. Ça fait plouf. Très bien. Et donc, du coup, moi, je me dis, il y a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses, c'est un gars a eu peur de l'USDT et il a panic sell. Bah, il aurait pu panic sell sur plusieurs heures. Il n'était pas obligé de panic sell comme ça tout à coup, tu vois. Donc, ça tient pas vraiment la route. Donc, ça ressemble plus à une attaque. Alors, je me dis, bon, un mec qui se dit, tiens, l'UST a des pegs, je peux faire paniquer des gens. En dépensant beaucoup d'argent pour faire un dépeg de l'USDT. Et ça aura probablement un impact sur le Bitcoin ou d'autres trucs. Et donc, du coup, je vais pouvoir, en faisant un short, rentabiliser cette affaire. Bah, du coup, je me suis dit, tiens, comparons le prix du Bitcoin avec le dépeg de l'USDT pour voir si cette théorie tient la route. Et on voit que, bah, au moment où il a fait sa vente, sur les heures qui ont suivi, il y a eu plus 1,79% sur le Bitcoin, puis une baisse de 4,79%, puis ensuite ça remonte. Enfin bon, bref, au niveau de la volatilité générale des cryptos, à ce moment-là du marché, il s'est en fait rien passé, quoi. Donc je sais pas, soit il a fait un coup et il a raté et il a dépensé beaucoup d'argent et son short n'a pas marché. On voit même qu'au sommet du dépeg, c'est le top départ de la remontée, quoi. Enfin, je sais pas. Je considère que cette opération, c'est ça qu'il a essayé de faire, n'est pas rentable. Je pense que sur le marché, les principaux acteurs, ils savent très bien que l'USDT, il peut difficilement dépeg, il n'en est pas à son premier coup. Et il y en a forcément pas mal qui ont arbitré
arbitrer ce petit DPEG pour Ouais, mais profiter, quoi. alors il y a beaucoup de gens qui sont certainement dit oulala, des US dollars à un 14% gratuit, vite, je fonce. Carrément. Ouais. Mais moi, si tu veux, je suis pas suffisamment insider de USDT pour le savoir. Je pense qu'il y a peu de gens qui le savent. Ouais. Et peut-être que lui, effectivement, mais bon, il a quand même dépensé. Il a quand même dépensé 390 millions apparemment pour faire ça. Et donc du coup, peut-être qu'il a recash out ici, mais il a recash in ici et du coup ça a été rentable, mais c'est quand même un gros risque, je sais pas. Faut voir. Donc une opération de short, une opération de contre-arbitrage derrière parce qu'il savait que c'était du flanc. Que c'est lui qui a lancé l'histoire et qu'ensuite il savait lui-même que c'était du flanc, je ne sais pas. Et puis il y a une troisième, il y a un autre truc à regarder qui est intéressant, c'est finalement quelles sont les conséquences de tout ça, quoi. Et les conséquences de tout ça, elles sont intéressantes, je dirais. J'ai fait un autre trade qui parle un petit peu de ce qui s'est passé depuis. Là, on voit que depuis, donc du coup, il y a eu une chute de la market cap de USDT. Donc, ils ont perdu des parts de marché. Dans le même temps, exactement au même moment, il y a eu une augmentation de la market cap du USDC. Donc, eux, ils ont gagné des parts de marché. Donc, à qui profite le crime dans cette histoire? Eh bien, ça profite à USDC. Et ça profite à hauteur, là, on le voit, ils sont passés de 48 milliards à environ 54 milliards. Donc, ça profite de 6 milliards. C'est pas mal. C'est beaucoup d'argent. Donc, je ne sais pas si c'est USDC qui est derrière cette attaque ou pas. Mais est-ce que c'est une attaque ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a profité à USDC énormément, quoi. Passer de 48 à 54, ne serait-ce que même qu'en pourcentage pour eux, c'est gagner beaucoup de parts de marché, quoi. Ensuite, bon, après ça reste des suppositions. C'est ce on peut observer qu'ils ont gagné des parts de marché, on ne peut pas présumer que c'est du fait de leur action. Il y a eu une action, il s'est passé un truc, et derrière, ils ont gagné des parts de marché. Je ne dis pas que c'est eux qui l'ont fait, j'en sais rien. De ce que je sais, enfin de ce que j'entends et par rapport à mon entourage, l'USDC paraît plus comme un stablecoin plus fiable. On va y revenir. Enfin, j'ai un document pour ça. C'est un pressentiment de. Il est là, il est là, il nous attend. Des clients on y arrive, on n'est pas loin. Donc on voit que les dates correspondent, etc. Je vais pas m'étendre plus là-dessus. Mais c'est intéressant de voir que depuis février, USDC perdait de la market cap, alors que pendant ce temps-là, USDT, lui, gagnait du terrain. Donc avant l'affaire USDC perdait des parts de marché, USDT gagnait des parts de marché, et il y a eu un retournement fantastique des choses. Aujourd'hui, c'est intéressant de voir que là, on est flat, quoi. Il ne se passe plus rien. Donc, on est peut-être arrivé au bout du chemin de croix de USDT, assez peu mérité à mon avis, puisqu'ils n'étaient pas plus dangereux que la semaine d'avant, mais bon, il s'est passé ça pour eux, quoi. Et le fait qu'ils aient tenu bon, pour moi, c'est un bon point, c'est plus un point dans l'escarcelle de USDT au niveau confiance, même si j'ai confiance ni en l'un ni en l'autre. Bon, bref. Et donc, du coup, ça, c'est intéressant de le voir. Le troisième acteur du marché, on en parlait, lui, pendant ce temps-là, ni il n'a gagné, ni il n'a perdu, il est resté autour de ces 18 milliards. Le DAI, lui, donc c'est le quatrième acteur du marché. J'ai dit pourquoi il ne m'intéressait pas beaucoup, mais par contre, en tant que poids dans le marché, il est quand même assez intéressant. Lui, c'est encore plus bizarre. Lui, il a commencé à perdre de la market cap bien avant. C'est-à-dire que là, c'est le jour du DPEG, donc le 8. On voit que le DPEG de l'USDT, c'est le 11. Là, c'est le 8.
Et il avait déjà fait, enfin, il était déjà passé de 10 milliards à 7,6 milliards. Donc, il avait déjà chuté. Il va chuter jusqu'à 6,4, quoi. Donc, il était en plein milieu de sa chute le jour du dépeg de l'UST, quoi. Pourquoi a-t-il autant chuté? Je l'ignore. Alors, il y a une théorie. Donc là, je montre que les dates correspondent, hein. Donc là, c'est le 8, tout allait bien pour l'UST, alors que pour le DAI, c'était déjà la chute de la market cap. Il était toujours à 1 dollar, hein, mais sa market cap chutait. Et ça, il y a une théorie qui peut marcher, c'est de se dire, étant donné qu'il est collatéralisé par il a pour collatéral aussi du Bitcoin, de l'Ethereum et ce genre de choses. Le bear market avançant, certaines personnes veulent peut-être vendre leur Bitcoin et donc du coup, ils sont obligés de détruire de la market cap de DAI pour pouvoir récupérer leur Bitcoin et les vendre. Mais ça colle pas non plus avec les dates. Si vous ne croyez pas, allez vérifier, on va aller un peu plus vite. On voit quand même que le marché du stablecoin continue de croître. Bon, voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Maintenant, je voudrais revenir sur l'USDC. Effectivement, comme tu le dis, beaucoup de gens se disent finalement l'USDC, j'ai plus confiance en l'USDC qu'en l'USDT. Et ça vient, je dirais, d'une mauvaise compréhension du game. L'USDT a des problèmes avec la SEC et avec la justice américaine parce qu'ils ne sont pas très, on va dire, compliant avec eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux collatéralisés ou moins collatéralisés qu'USDC. Moi, comme je vous le dis, ce sur quoi je base ma confiance, ce n'est pas les problèmes juridiques, c'est est-ce que la personne est solvable ou pas. Alors, je ne vais pas revenir sur les problèmes de Coinbase, parce qu'en ce moment, il semble que chez Coinbase, il y a des problèmes. Ils étaient sur une phase d'embauche agressive, ils arrêtent d'embaucher des gens. Leur capitalisation boursière, si vous regardez la capitalisation boursière de Coinbase, ça s'est passé très très mal depuis l'introduction en bourse. Bref, il semble qu'il y ait des problèmes chez Coinbase aussi, et on peut aller le regarder si vous voulez. Il faut regarder le volume. C'est des boîtes qui font de l'argent sur les trading fees, c'est-à-dire les frais de trading. Et donc, du coup, le volume de transactions est directement proportionnel à leurs revenus. Et vous pouvez aller voir que chez Coinbase, leur volume de transactions s'effondre, peut-être au profit de boîtes comme FTX. Bon. Bref, donc du coup, la solvabilité de Coinbase, c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe chez Messiari. Messiari, si vous voulez des briefs historiques sur des coins, sur des trucs, ils font un super boulot. C'est vraiment des gens qui parlent de tokenomics, qui parlent de plein de trucs, bref. Et chez eux, on voit que finalement, on nous parle de différentes boîtes. Et finalement, on nous dit que ça se passe chez Center.io. Quand on va chez Center.io, on voit qu'effectivement, derrière USDC, c'est Circle et c'est Coinbase. Et donc, du coup, on nous dit que c'est bien parce qu'on peut leur faire confiance, parce qu'ils ont des diligences qui sont meilleures. Bon, très bien, donc on peut cliquer sur l'ignore, et quand on fait ça, on tombe sur ce truc-là, et on voit que du coup, effectivement, ils ont beaucoup de transparence, puisqu'ils nous font un rapport mensuel. Et alors moi, je me dis, c'est super ça, un rapport mensuel, on va pouvoir avoir un breakdown, comme on dit, de leurs assets, qu'est-ce qu'ils ont comme dette, est-ce qu'ils ont de la dette américaine, est-ce qu'ils ont de la dette corporate, est-ce qu'ils ont de la dette d'entreprises qui font de l'immobilier en Chine? Je ne sais pas, moi. C'est quoi leur dette? J'ai envie de savoir. Et là, quand j'ouvre le rapport, en fait, toute la confiance de Coinbase est basée sur ce rapport. Hein. Pas de Coinbase, de USDC est basée sur ce rapport. Hein. Il est basé sur ces 3 pages-là. Et dans ces 3 pages, vous avez une signature de Timothy Sim qui dit qu'il est comptable et qu'il habite à New York. Et il dit, Timothy dit c'est bon.
non, je vous le dis, c'est bon, il y a 49 milliards dans les comptes. Voilà. Ah d'accord, ok. Alors je vous le dis, Lehman Brothers, ils avaient certainement du KPMG ou je sais pas qui derrière. Hein. Mais je comprends. En fait, Mais pourquoi la SEC ne leur tape pas sur les doigts directement comme avec ah, USDC? mais parce que eux, ils sont aux États-Unis et ils ont rempli des papiers, hein, c'est tout. Hein. La différence, c'est qu'ils ont rempli des papiers. Par contre, au niveau transparence, c'est la même chose. Hein. C'est un mec qui dit c'est bon. Alors, vous pouvez croire plus Timothy que le CEO de Tether. Hein. C'est vous qui voyez. Moi, Timothy, j'ai rien contre lui. Hein. Je suis sûr que c'est un gars bien. Si on faisait un dîner, on raconterait des blagues et on se marrerait beaucoup. Mais moi, j'ai pas particulièrement confiance en Timothy parce qu'il habite sur la 3e avenue à New York. Ah, mais Il y a plein de gens qui habitent sur la 3e avenue à New York et qui Il n'y sont a pas une jetés audit par là. externe? Pardon? C'est une boîte externe, oui, mais il y avait des boîtes externes qui auditaient Lehman Brothers ou qui ont audité plein d'entreprises qui se sont pété la gueule. Moi, je ne crois pas dans les audits des Big Four. J'y crois pas parce que systématiquement, quand il y a un scandale, il y avait un Big Four qui les avait audités et pas de chance, il n'avait pas vu l'arnaque. Comme il n'y a pas de chance, on va le voir par la suite, c'est la deuxième partie du live, il y a des gens qui n'ont pas vu UST arriver. Par un organisme public. Alors moi je pense que ça ne devrait pas être fait par un organisme public. Je pense qu'ils devraient dévoiler leur comptabilité, tout simplement. En dévoilant sa comptabilité plutôt que de prendre le coup de tampon d'un gars. Mais bon, manifestement, ça suffit à plein de gens parce que la rumeur qui dit que Circle serait plus transparent que Tether suffit. Les gens ne font pas comme moi, ils vont pas cliquer et dire alors ok, c'est plus transparent, ok, fais-moi voir les papiers, je veux voir, et puis je tombe sur ça quoi. Moi je suis pas convaincu. Dans la liste, ils sont tous comme ça ou Pardon? Tous les quarters sont identiques, il n'y a pas. Et hop, on va en ouvrir 5-6 là, on va voir. Hein. Ça se trouve, il y en a des mieux, hein. Je sais pas. Hein. Ah bah non. Ah bah c'est le même. Copier-coller. Il est dur le boulot de Timothy, il fait des copier-coller chaque mois quoi. Ouais, il doit être bien payé en plus pour ça. Copier-coller. Non, il fait pas un copier-coller, hein. il change le chiffre. Timothy travaille un peu quand même. Hein. Ouais. Et t'as regardé qu'est-ce qu'il y a dans les audits de Tiver sur les avoirs? C'est un papier, c'est un papier, mais qui vient pas de New York. Quoi. Mais bon, pour moi, ça vaut 0. Hein, je le dis tout de suite. Hein. Ça vaut 0 comme la dette corporate de Evergrande. Hein. La dette corporate de Evergrande, elle vaut la confiance que tu as dans Evergrande de pouvoir la rembourser. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune garantie qu'il y a $1 backé sur chaque USDC. Moi, je ne peux pas te le garantir. Il y a peut-être des gens qui peuvent te le garantir. Timothy, lui, te le garantit en tout cas. Moi, je te le garantis pas. En dehors de Timothy, je ne sais pas, sûrement le CEO de Circle pour être juré craché. Juré craché, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Mais c'est tout. Hein. Il n'y a pas de. Sinon, ils ne vont pas te montrer les comptes. Ce soir, tu vas en faire flipper plus d'un. Non, mais c'est pas ça. C'est que maintenant, il faut réfléchir de manière un petit peu rationnelle. Combien vaut une entreprise comme Coinbase? Est-ce que ces gens-là sont solvables? Je ne sais pas, peut-être. Combien vaut une entreprise comme Tether? Est-ce que ces gens-là sont solvables? Moi, j'ai une preuve qu'au moins, Tether, quand ils passent de 82 à 72, ils sont toujours solvables, quoi. Donc, ils avaient au moins 10 milliards dans leurs réserves qu'ils ont été capables comme ça de cash out sans sourciller, quoi. Ils l'ont fait. Et manifestement, ça a calmé les gens parce qu'ils ont arrêté de cash out. Ouais, ils ont vu que le DPEG... Ils ont vu là, on est toujours à $1, il se passe rien, peut-être je vais arrêter de cash out, quoi. Mais c'est justement en s'endormant sur un truc et en n'y pensant plus que le drame arrive.
Ça se passe toujours Non, comme mais ça. là, ils sont pas. Enfin, là, on peut pas vraiment dire qu'ils se sont endormis, quoi. Ils se sont acharnés comme des malades. Et puis, Ouais. tu vois, Mais c'est jusqu'au 28. tu Donc penses là, pas que il y a l'USDT, c'est quand même too big to fail parce que tous les échanges fonctionnent avec Moi, je crois, l'USDT. Il n'y a aucune paire avec qu'il y a l'USDT. rien. Moi, je crois qu'il y a rien qui est too big to fail. Evergrande, c'est pas too big to fail. Il y a Ouais, mais rien qui est too big to fail. derrière, il y a aucun échange n'a intérêt à ce que l'USDT se casse la gueule. Personne n'a intérêt à ce que l'USDT se casse la gueule et peut-être que les échanges se sont dit tiens, on va se payer un peu USDT parce qu'ils sont devenus trop gros et qu'ils ont trop de pouvoir, ils peuvent trop nous. Je sais pas. Ah, d'ailleurs, est-ce que tu as relevé ce qu'a dit CZ de Binance sur l'USDT? Parce que parfois, il lance des petits pics, mais Bah, lui, son choix, la bah, planche sur laquelle justement. il est assis, quoi. Justement, l'entreprise la plus solvable de la crypto, c'est certainement Binance, qui est le plus gros exchange. On peut aller voir. Pour s'en convaincre, c'est pas compliqué. Il faut aller sur Bitcoin. Ici, il faut aller dans Market. Et là, il faut voir ce qui se passe. Et ben, Binance, c'est celui qui est le plus gros quand on parle d'échange sur le Bitcoin. En spot. Vous pouvez aller voir du côté des futures, vous pouvez aller voir du côté de Ethereum, vous pouvez aller voir du côté de un peu tout en fait. Vous allez voir par exemple le plus gros volume d'échanges, c'est sur Tether. Et ben, vous pouvez aller voir du coup sur Tether qui fait le plus d'argent. Et ben c'est pas compliqué, c'est Binance. Voilà. Bon, bref. Donc, ils sont premiers sur un peu tout, hein, que ce soit le futur ou le spot. Donc, du coup, c'est eux qui font le plus d'argent. C'est étrange que Binance ne prenne pas la paire BUSD pour la partie trading, quoi. Bah, la plus grosse paire de USDT, c'est BUSD et USDT. Hein. Oui, mais... et pour la partie trading, il fonctionne, il y a BUSD qui est compatible avec 100% des coins de la plateforme. Il pousse le BUSD à fond, c'est clair. Il le pousse, mais il n'a pas le succès que CZ espérait, quoi. Bah, parce que étonnamment, les autres exchanges, ils préfèrent moins le mettre en avant et mettre plus en avant d'autres trucs parce qu'ils sont en compétition avec Binance et que Binance contrôle plus ou moins le BUSD. Alors, ils le contrôlent pas. Derrière, c'est, on va dire, du stablecoin as a service proposé par une entreprise qui s'appelle Paxos, qui par ailleurs a le USDP ou le PUSD, je ne me rappelle plus. On peut aller voir. Voilà, le Pax dollar, USDP. Donc, c'est la même boîte qui fait ça et qui fait ça. Okay, et donc, eux, c'est cool. Ils sont prestataires de Binance pour le stablecoin. Donc, ce n'est pas directement Binance qui est responsable du BUSD. Mais ils ont cherché à une époque, ils ont cherché une boîte qui était capable de faire ça, qui savait faire ça. Ils ont certainement audité plein de boîtes et regardé les deals qu'ils pouvaient avoir, etc. Bref, ils ont arbitré les plus et les moins et ils ont choisi Paxos. Donc déjà, ça veut dire que des gens un peu plus sérieux que la moyenne, enfin un peu plus, on va dire, de la connaissance de l'univers des cryptos, c'est-à-dire Binance, ils ont choisi cette boîte. Donc déjà, ça donne confiance en cette boîte. Par ailleurs, il faut aller regarder un petit peu le site internet de Paxos pour voir un petit peu ce qu'ils font. Et moi, je trouve que ça me donne plus confiance que Timothy. Bon, après, chacun son truc. Hein. D'accord. Et bon, bref, par exemple, Paxos fait aussi le Paxos Gold et faut voir comment ils s'occupent de leur lingot d'or et tout. C'est intéressant. Bon, bref. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Paxos Gold. Ça peut intéresser les gens. Bref, donc du coup, ça c'est intéressant. Et donc du coup, moi, j'ai réfléchi de manière, si tu veux, un petit peu prosaïque. C'est-à-dire que je me dis, voilà, Tether, il y a 70 milliards à couvrir et derrière, il n'y a pas grand monde à part l'entreprise Tether. Donc je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en cas de stress, ils arrivent bien à réagir. Parce que ils arrivent à cash out quand même beaucoup d'argent très rapidement et sans sourciller. Donc, plutôt un point positif en leur faveur. Donc, je suis un peu plus rassuré qu'il y a 3 mois, on va dire. Mais
pas au point de les faire passer en numéro 1 sur ma liste, quoi. USDC, bah, derrière c'est Circle et Coinbase. Coinbase, ça n'a pas l'air d'aller super fort en ce moment, mais c'est quand même des gens qui brassent de l'argent, faut pas déconner. Est-ce qu'ils peuvent couvrir 53 milliards? Je pense que non. C'est mon avis. Je pense pas qu'ils peuvent sauver USDC en cas de il n'y a plus d'argent dans la caisse, s'il vous plaît, sauvez-nous, quoi. Ils peuvent certainement lâcher quelques milliards, mais peut-être pas 53, quoi. Ensuite, il y a BUSD, ils ont 18 milliards, et moi je pense que 18 milliards, c'est une somme qui, que Binance est solvable pour 18 milliards, à mon avis, étant donné leur volume de transactions et les fees qu'ils prélèvent. C'est mon avis. Voilà. Il faut voir l'argent qui brûle sur le BNB chaque jour pour racheter du BNB sur le marché. Il y a un site où vous pouvez voir le burn du BNB en live et vous pouvez voir que c'est proportionnel aux fees qui récoltent sur la plateforme en frais de transaction. Ils en prélèvent une partie pour brûler des BNB et donc du coup vous pouvez voir un petit peu si Binance est solvable ou pas. Moi je trouve que parmi les quatre plus gros, le plus intéressant en termes de solvabilité, c'est BUSD, parce que je pense que, étant donné les impacts que ça aurait sur le business de Binance, ils casseraient leur tirelire, même si c'est pas eux directement, c'est Paxos, il y a quand même leur nom dessus, c'est marqué Binance USD, hein, et donc du coup, et surtout, toutes les paires de la plateforme sont liées au BUSD, et donc du coup, je pense qu'ils n'hésiteraient pas à casquer une grosse part des 18 milliards pour sauver ce coin. Voilà. Okay. Donc, voilà pour ma conclusion par rapport aux différents coins. Donc, ok. Au niveau du classement, donc tu privilégierais plutôt le Binance USD par rapport aux trois autres. Moi, je donne des conseils à personne, mais à titre personnel, moi, c'est celui-là que je choisis. Étant donné l'état de mes connaissances actuelles, c'est sur celui-là que je me redirigerai. Cependant, si vous voulez sortir du risque par rapport au DPEG de stablecoin USD, le meilleur moyen, c'est encore d'avoir de l'USD du vrai. Alors, imagine, qu'est-ce que tu mettrais comme signal d'alerte à quelqu'un qui serait exposé avec des USDT ou des USDC? Qu'est-ce qui devrait lui mettre la puce à l'oreille que ça sent un peu le roussi, quoi? Alors, sur l'UST, on avait plein de métriques qu'on pouvait suivre. Cette fameuse diminution de la yield reserve, ce fameux ratio market cap de Luna sur UST, et pas mal de trucs, en fait. Et la raison pour laquelle on avait ça, c'est parce qu'on était dans le domaine des cryptos. Et la blockchain offre de la transparence. Et cette transparence nous a permis de naviguer à vue, de voir comment ça évoluait. Moi, j'ai même profité pendant un moment de ces 20%, me disant que je pouvais évaluer le risque. Et donc, du coup, j'ai pu sortir à temps sans problème, etc. Le problème, c'est que sur SDT et USDC, il n'y a pas de transparence. On a un coup de tampon de Timothée d'un côté et certainement un coup de tampon de Roger Rabbit de l'autre, quoi. Moi, je sais pas. Donc, du coup, il n'y a pas de signaux d'alarme. Ça prendra les gens par surprise et tout à coup. Donc, il faut c'est le gros problème du marché des stablecoins, c'est que justement, il n'y a pas de stablecoin décentralisé offrant de la transparence sur leur fonds. Donc voilà, des FUD, comme on dit, des FUD, c'est-à-dire des coups de panique. Sur USDT, moi, depuis que je suis dans la crypto, j'en ai vécu 15, quoi. C'est pas parce qu'il y a un article, pas parce qu'il y a un procès de la SEC qui commence, c'est pas parce qu'il y a tel ou tel acteur qui dit ça que l'USDT va se cracher demain matin. La preuve, il s'est pas craché. Et pourtant, on en a vécu plein, quoi. Alors, quelle sera la news à laquelle on aura cru et qui ne se sera pas caché
quelle est la news auquel enfin, je veux dire, à quel moment ça va se péter la gueule, ou est-ce que ça va se péter la gueule un jour, et que suivre par rapport à ça? Comme il n'y a pas de transparence, eh ben, ma réponse, c'est on n'en sait rien du tout, quoi. Et on le saura jamais, quoi. Moi, je réfléchis pas comme ça, je réfléchis en termes de solvabilité, quoi. Qui est solvable et qui est pas solvable. Et c'est pour ça que je pense que Bon, si vous êtes sur une plateforme telle que FTX, ou alors FTX, c'est assez étrange d'ailleurs, c'est un autre truc qui peut mettre la puce à l'oreille. Ils ont deux trucs. Ils ont stablecoin, et là c'est marqué que ça comprend BUSD, USDC et d'autres. Et donc du coup, quand vous voulez faire du withdraw on-chain, par exemple, vous voulez withdraw du BUSD sur la Binance Smart Chain ou sur la chaîne Ethereum, ou peu importe, bah là, tout à coup, c'est sur cette ligne de comptabilité de votre compte FTX que vous allez taper. Mais c'est la même ligne de comptabilité si vous allez taper de l'USDC ou je ne sais plus trop quoi. Par contre, ils ont une ligne à part pour un seul stablecoin, c'est l'USDT. Ils le considèrent à part. C'est quand même étonnant. Et ils n'offrent pas les mêmes yields, etc. sur l'USDT que sur le reste. Ouais, c'est vrai. Et c'est eux qui sont parmi les plus gros, on va dire, qui font les plus gros mints. C'est-à-dire que c'est eux qui produisent le plus d'USDT. Pour produire un USDT, comment ça se passe? Je crois que je l'ai déjà expliqué. Vous devez apporter de l'argent à l'entreprise Tether, et en échange, ils vous donnent de l'USDT. Eh bien, c'est FTX qui sont parmi les gens qui font le plus ça en volume. Ils sont parmi les 5 plus gros. Et ils sont, je pense, le premier ou le deuxième. Ah, on a une question. Une grosse régulation stablecoin pourrait provoquer un éventuel dépeg. Une régulation, je ne sais pas ce que ça veut dire, une grosse régulation. Si par grosse régulation, il veut dire un audit des comptes, et cet audit des comptes aboutirait à, en fait, il n'y a pas d'argent dans les caisses, et donc du coup, panique, et donc du coup, crash, oui, peut-être. Et peut-être qu'il y a de l'argent dans les caisses, moi, j'en sais rien. Et puis, une régulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à coup, quand on cash out en stablecoin aux États-Unis, c'est considéré comme un événement imposable, parce que la raison pour laquelle les gens utilisent beaucoup les stablecoins, c'est parce que ça permet de sortir de la volatilité sans être un événement imposable. Si vous faites un cash out de vos bitcoins en USDT, vous n'êtes pas sur un événement imposable parce que vous êtes toujours dans la crypto, quoi. On considère que vous êtes toujours dans la crypto d'un point de vue légal. Alors que si vous faites votre cash out de BTC en USD, eh ben là, vous allez devoir payer 30% sur les plus-values. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens utilisent les stablecoins. Donc, est-ce que par grosse régulation, cet internaute veut dire changement des événements imposables, audit obligatoire? Oui, mais audit obligatoire, c'est bien gentil, mais les gens ne sont pas forcément dans les mêmes pays, etc. Une audit obligatoire sur l'USDC, c'est faisable parce qu'ils sont aux États-Unis, c'est Coinbase. Mais sur l'USDT ou sur le BUSD, c'est moins faisable, quoi. Peut-être qu'ils ne peuvent pas le faire. Je ne sais pas, par régulation, ça dépend de ce qu'on veut dire. Bon, en tout cas, j'encourage les gens à suivre ton Twitter. Parce que si jamais il se passe un truc intéressant, je suppose que tu restes actif sur les réseaux et tu partageras l'information. Ouais, je parle surtout de beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez, j'ai encore plein de choses à dire. Et là, je voulais justement sauter sur le sujet suivant, parce que finalement, toutes ces histoires de stablecoin, il y a un autre truc à bien comprendre, c'est que il y a énormément d'acteurs du marché qui ont été étonnamment peu, on va dire peu
il y a eu un manque de travail, je dirais, par beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas, compris fondamentalement comment marchait l'UST et le Luna et ce genre de trucs. Et ils n'ont pas du tout vu le crash arriver. Et donc, Non, du coup, tu penses que c'est des gens qui n'ont pas compris comment ça marchait ou alors qui ont voulu profiter jusqu'au dernier moment peut-être d'un taux d'intérêt qui était attrayant, quoi. je sais pas trop. En tout cas, Parce que, juste pour me remettre le contexte, fin décembre, début janvier, il y avait la course au rendement sur les stablecoins, dans le bear market. bien sûr. Et là, toutes les plateformes faisaient la course au rendement et c'était à qui mettait le plus de rendement qui allait attirer le plus de Évidemment. chiffres chez lui, quoi. Et Évidemment. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui faisaient du yield dont on suspecte très fortement qu'en réalité, qu'ils faisaient du yield, qu'ils en fassent sur de l'USDT, de l'USDC, du DAI, du BUSD ou du je sais pas quoi. En réalité, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils swappaient en UST et qu'ils allaient profiter du yield de 20% et puis qu'ils vous distribuaient bon, le rendement qu'ils on parlait proposaient. précisément, donc on va rentrer dans le deuxième sujet. Voilà, donc ces gens-là, en fait, si vous voulez, se mettaient en risque sans vous le dire sur le protocole Luna UST et puis faisaient du rendement. Du moins, c'est pas, comment dire, pour l'instant, c'est pas certain. On n'en a pas de preuves, mais je ne peux pas exactement révéler l'ensemble de mes sources, mais disons que il y a des gens très informés qui n'ont pas de preuves, mais de très très fortes suspicions sur différents acteurs, et dont on va parler tout de suite. Et pour parler d'un truc qui a défrayé la chronique, vous avez par exemple l'entreprise Just Mining qui est exposée. Et il s'est passé des choses. Il y a eu une grande transparence de la part de cette entreprise. Pour moi, c'était quand même... ça faisait partie, peut-être pas de leur devoir légal, mais de leur devoir moral, de faire leur devoir par rapport à UST et Luna et de comprendre ce qui allait se passer et peut-être d'informer leurs clients. Après, en tant que business, c'était tellement, comme tu dis, la course, l'échalote, que c'était difficile de dire à leurs clients, vous savez quoi, UST c'est de la merde, je vais pas y aller, quoi. Donc, je comprends qu'ils étaient peut-être ils n'ont pas fait leur devoir, peut-être ils ont fait leur devoir et ils se sont dit non, mais d'un point de vue business, c'est du suicide, on va pas y aller, on va pas faire ça. Je sais pas, dans les deux cas, c'est un problème, je trouve. Mais bon, bref. En tout cas, une fois que c'est arrivé, ils ont été hyper transparents, ils ont plus ou moins dit ce qui s'était passé et on peut être assez rassuré sur le fait que oui, ils ont pris un bouillon incroyable sur l'UST, oui, ils ont pris une douille extraordinaire sur le Luna lui-même, parce qu'il n'y a pas que les 18 milliards d'UST qui ont disparu, hein. Il y a aussi les, je ne sais plus combien de milliards ça représentait à l'époque, dans les peut-être 40 milliards de Luna, ou 38 milliards, je ne sais plus, qui ont disparu également. Donc ça fait beaucoup de milliards tout à coup qui disparaissent de la compta, quoi. Donc bon, c'est chaud. Et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui ont été aussi transparentes que Just Mining, et pourtant, il y a d'autres boîtes qui ont très certainement eu des problèmes similaires. Mais plutôt que de jouer la carte de la transparence, ils ont joué la carte de on va voir, on met un peu ça sous le tapis, on va peut-être essayer d'aller frapper la porte chez des VC pour se recapitaliser, on va essayer de pas trop stresser nos clients avec nos problèmes, et on va continuer. Mais peut-être qu'il y a des problèmes qui vont tuer des acteurs. Et ça, c'est la thèse de Sam du Journal du Coin, que je partage à 100%. Il va y avoir des morts dans les 6 mois qui vont s'écouler, là, hein. Il va y avoir des morts, il va y avoir des gens
qui vont être obligés de révéler à la face de leur public. Voilà, en fait, on est mort. Il n'y a plus d'argent dans la caisse, désolé les gars, salut. C'est comme ça, hein. Et donc, du coup, si vous avez des fonds dans ce genre de boîte, bah, soit vous avez de la chance et c'est une boîte qui n'a pas été exposée et c'est cool, soit vous n'avez pas de chance et c'est une boîte qui a été exposée et c'est dommage pour vous, quoi. Donc moi, je vous le dis, les yields à 3% ou 4% sur des boîtes qui vous proposent du yield sur du stablecoin en ce moment, réfléchissez, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je suis prêt à perdre tout parce qu'on apprend qu'il y a un trou dans la comptabilité de cette boîte? Est-ce que je fais suffisamment confiance à cet acteur pour finalement dormir sur mes deux oreilles et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Bah, après, c'est vous qui voyez. Moi, pour moi, c'est débile. Il ne faut pas faire ça. Il faut attendre 6 mois et dans 6 mois, une fois que tout le monde sera mort, une fois que là, il y a eu de la pêche à la dynamite, on attend que les poissons remontent à la surface et une fois que tous les poissons sont remontés à la surface, ceux qui nagent encore, on est bien sûr qu'ils sont vivants et là, on peut éventuellement... On peut citer quand même les principaux, quoi. Tous ceux qui font du yield farming. Mais tous ceux qui font du défi as a service, quoi. Tous ceux qui vous proposent un yield sur un stablecoin et ce yield, d'où vient-il? Comment ils font ce yield? Ah, voilà. FTX, il vous propose du yield sur l'USD, mais quand vous faites prêter, on sait d'où ça vient. Ça vient des shorts et des longues qui sont sur la plateforme, et plus il y a de gens qui shortent, enfin plus il y a de gens qui doivent emprunter de l'USD, en fait plus il y a de gens qui shortent, simplement, plus il y a un besoin en capitaux, et donc du coup, vous, si vous offrez vos stablecoins, vous avez les intérêts des gens qui shortent, c'est tout. Donc là, vous savez d'où vient l'argent. Demandez-vous d'où vient le yield sur les plateformes. Finalement, de ces boîtes qui ont pignon sur rue, mais on ne sait pas comment... Alors, sur d'autres boîtes, c'est pas ça le modèle économique. Le modèle économique, c'est du défi as a service. C'est-à-dire qu'ils vont prendre vos coins, ils vont les investir sur différents protocoles de défi, évaluant eux-mêmes le risque, évaluant eux-mêmes tout un tas de choses. Est-ce qu'il y a suffisamment de liquidité, etc. Est-ce que, en retirant l'argent de mes investisseurs, je ne vais pas faire dépayer le protocole parce que je suis trop gros dedans? Bref, ils doivent comprendre ce qu'ils foutent, ils doivent faire des trucs. Et en fait, il y a peut-être des gens qui étaient pas si compétents que ça et qui ont pris vos stablecoins, les ont changés en UST, sont allés sur Encore, les ont stackés, et puis ils vous ont dit regardez, c'est génial, nous on fait 12% alors que notre concurrent il fait 8%. Venez chez nous. Et en fait, ils font 20 sur Encore, ils se prennent les 8, et puis pour eux, c'est sans risque, quoi. Sauf que c'est pas sans risque. Et donc, du coup, peut-être que s'ils ont pris, quelques centaines de millions, ce qui représente une large part de leur compta, peut-être qu'ils sont insolvables. Et peut-être que vos fonds sont toujours là-bas. Peut-être qu'il faut réfléchir. Enfin bon, bref. On va passer au vif du sujet. On va aller regarder précisément de qui on parle. Donne-nous des infos croustillantes. Alors, on va parler déjà de gens qui se sont pris déjà des douilles, pas sur les stablecoins, parce que sur les stablecoins, on n'a pas encore de mort, et on va attendre que les poissons remontent à la surface pour savoir quels sont les poissons qui sont morts et quels sont les poissons qui ne sont pas morts. Ceux qui remontent à la surface avec le dos face au ciel, le ventre face au ciel, c'est mauvais signe. Bon, bref. Alors, du coup, je ne sais pas si je partage toujours mon écran, je crois pas. Ouais, je te le mets, tiens. Allez, ok. Voilà. Alors là, pour comprendre l'histoire dont je parle, on va aller regarder. Il faut taper STETH. Et on voit qu'il y a plusieurs trucs qui s'appellent STETH. Et notamment, les deux premiers m'intéressent. Il y a Lido Stack ETH, qui est 14e sur CoinMarketCap, donc assez gros. Et il y a StackHunt STETH. Bon, bref, lui, il est beaucoup plus bas. Et on va voir pourquoi. Alors, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que ces machins-là, déjà?
Alors ça, c'est un produit financier qui est très intéressant. C'est lié au stacking d'ETH. Alors, je voulais faire une vidéo là-dessus. Elle va probablement sortir bientôt. Mais ça fait 2 mois que je dis ça. Donc, peut-être qu'elle ne va pas sortir si bientôt que ça. Mais j'espère la faire vite. Parce que ça devient un sujet vraiment brûlant. Là. Il faut commencer à prévenir les gens qu'il y a des trucs qui se passent. Bref. L'idée, c'est de se dire que stacker de l'Ethereum, vous savez que Ethereum va certainement passer du Proof of Work au Proof of Stake, c'est du moins sur leur roadmap, et c'est ce qu'ils promettent depuis des années, mais à chaque fois qu'on arrive proche de la deadline, ils repoussent. Et là, il devait sortir bientôt, puis finalement, il est encore repoussé, et mon petit doigt me dit que, étant donné différents problèmes qu'ils ont eu au niveau du dev, c'est pas pour tout de suite. Peut-être dans 6 mois, 8 mois, mais il y a 6 mois, on disait peut-être dans 6 mois, 8 mois. Donc vous voyez l'histoire, c'est un chantier qui a du retard et qui a du retard depuis longtemps et pour de bonnes raisons. Ils veulent pas faire ça à l'arrache et ils ont bien raison de ne pas faire ça à l'arrache parce que si jamais ils se plantent, ça tuera Ethereum. Donc il y a quand même un enjeu. Bref, donc du coup, pour le moment, on peut aller prendre des Ethereum et les mettre dans un protocole de stacking. Et disons qu'il y a 2 blockchains en parallèle en ce moment dans Ethereum. Il y a la blockchain qu'on connaît depuis toujours, et puis, enfin depuis toujours, depuis 2016, c'est-à-dire depuis pas si longtemps que ça en réalité. Et il y a une nouvelle blockchain qui s'appelle la Beacon Chain, qui est la chaîne de consensus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long, et voilà. Et cette blockchain, elle marche en proof of stake, et donc du coup, il y a des gens qui peuvent aller stacker dessus, et donc du coup, il faut 32 Ethereum quand même pour pouvoir commencer à jouer. Et 32 Ethereum qui valaient $2000 il n'y a pas si longtemps, donc ça fait quand même des trucs à plus de $60 000. Là, c'est plus de $50 000 pour commencer à pouvoir aller stacker dans ce truc-là. Tout le monde n'a pas cet argent, et il y a des gens qui se sont dit, bah, vous savez quoi, moi ce que je vais faire, c'est que je vais proposer du stacking d'Ethereum à des gens en échange de tokens. Et ces tokens, ils seront équivalents à de l'Ethereum, mais sauf qu'ils seront liquides, quoi. J'aurai des paires de liquidités Ethereum stacké, donc STETH pour stacking Ethereum, contre de l'Ethereum. Et puis je vais les mettre à 1 pour 1 au début, et puis je vais laisser le marché décider de savoir si ça vaut 1, 2 ou 6, quoi. Bon, évidemment, ça vaut 1, parce que les gens peuvent toujours, on va dire, stacker de l'Ethereum. Si jamais, quand les gens stackent de l'Ethereum, du coup, il y a une pression. Ils peuvent soit envoyer de l'Ethereum au protocole, soit aller dans la pool de liquidité et faire un swap. Généralement, les gens ils vont à la solution qui a le moins d'efforts, donc ils vont faire un swap. Quand ils font un swap, du coup, ça fait monter le prix du STETH au-dessus de 1. Quand le prix du STETH monte au-dessus de 1, il y a des gens qui se disent « Formidable, je vais donner des Ethereum au protocole, récupérer des STETH, les revendre et refaire diminuer le PEG. » Et donc, du coup, ça restait toujours autour de 1. Alors, c'est assez intéressant, on peut le voir, là, il est 14e. Et donc, du coup, on peut voir sa market cap. On va mettre max. Et donc, du coup, là, pour l'instant, on ne voit pas le loup. C'est quoi ça? Oui, donc on va la mettre en Ethereum, sinon ça n'a pas de sens. Et donc voilà les Ethereum. Donc ça, c'est la market cap de ce coin-là, exprimé en Ethereum. Donc du coup, on voit que il y a de plus en plus d'Ethereum stackés, et on voit même que ça ressemble à une courbe exponentielle. C'est-à-dire que non seulement elle accélère, mais elle accélère de plus en plus vite. Et en réalité, quand on zoome un peu, là on ne le voit pas à cause du prix, mais depuis le 11 mai, elle est plate. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouveaux Ethereum qui arrivent dans le système. Et la raison pour laquelle il n'y a plus de nouveaux Ethereum qui arrivent dans le système, c'est que le bear market avance. Et à mesure que le bear market avance, alors 11 mai, on se rappelle, c'est le moment de l'UST. Hein. Tout est lié. Voilà, quoi. Le moment où les gens commencent à paniquer, ils arrêtent de stacker de plus en plus d'Ethereum.
et c'est peut-être le top départ du vrai bear market, on ne sait pas. Donc du coup, là, ça augmente de manière exponentielle, même après janvier, hein, même après qu'on ait dépassé le TH, et même ça va de plus en plus vite, c'est un truc de dingue. Et là, paf, au moment du Luna, ça s'arrête net et il n'y a plus d'acteurs qui viennent. Alors voyons voir si ça a eu un impact sur le prix. Et bah ouais, là, alors au début, c'était faiblement capitalisé, donc il y avait beaucoup de volatilité. Puis, à partir du moment où c'était vachement bien capitalisé, on était à du 1 pour 1, quoi, parce qu'il y avait des phénomènes d'arbitrage. Et voilà qu'à partir du 4 mai, etc., il y a un DPEG qui arrive, quoi, 6 mai, quoi. Et à partir du 11 mai, il n'y a plus de nouveaux coins qui arrivent dans le protocole, comme on l'a vu sur le graphique d'avant. Pourquoi? Parce que c'est moins cher de les acheter sur le marché que d'envoyer des protocoles que d'envoyer des Ethereum dans le protocole. Si vous envoyez 11 Ethereum dans le protocole, vous récupérez 11 STETH. Et si vous swappez 11 Ethereum sur le marché, vous en récupérez plus. Donc évidemment, les gens vont les swapper sur le marché. C'est pour ça qu'il y en a plus qui arrivent dans le protocole. Et il y a un phénomène de DPEG qui s'opère. Pourquoi? Parce que quand il n'y a plus de nouveaux Ethereum qui arrivent dans le phénomène, les phénomènes d'arbitrage ne sont plus possibles. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les gens se disent OK, on a cette histoire de DPEG. Enfin, c'est pas on a cette histoire de DPEG, plutôt, c'est que les gens se disent OK, stacker si vous voulez, stacker des Ethereum, ils ne sont récupérables qu'au moment où on va passer de Proof of Work à Proof of Stake. Et donc, du coup, toute cette quantité d'Ethereum, là, on ne pourra jamais le revoir tant que le protocole Ethereum ne sera pas passé à l'étape nécessaire pour pouvoir les récupérer. Quand on stack, par exemple, sur AVAX ou sur d'autres protocoles, il y a parfois une lock-up période, mais on peut toujours les récupérer au bout d'un moment. Là, on peut les récupérer, mais on ne connaît pas la date. Donc, il va y avoir un jeu entre les gens qui veulent sortir d'Ethereum parce qu'ils trouvent qu'on est en bear market et qu'il faut sortir parce que ça pue, et qui avaient des STETH et donc du coup qui les vendent sur le marché, et des gens qui continuent de croire en Ethereum, qui veulent du yield sur Ethereum, et donc du coup qui veulent acheter de l'Ethereum stacké avec un discount. Et ça va être ça le jeu du prix et du DPEG sur le STETH. Maintenant, comme on le disait précédemment, il y a des boîtes qui proposent du yield sur des coins, par exemple sur des stablecoins, mais aussi sur des Ethereum, sur des Bitcoin, etc. Et en fait, ces boîtes passaient souvent par STETH. Et il y a deux STETH, comme on l'a vu, et il y a un des deux STETH, c'est pas de bol, c'est StakeHand. Alors, StakeHand, il a une histoire pas très rigolote pour les gens qui avaient des billes là-dedans. C'est que, en fait, ils utilisaient Fireblocks, qui est une autre entreprise qui s'occupe de faire du custody de crypto, c'est-à-dire de protéger des clés privées. Et manifestement, ils ont foiré, ils ont perdu les clés privées de StakeHand. Et donc, du coup, StakeHand ne pourra jamais récupérer ces Ethereum parce que, tout simplement, ils ont perdu leurs clés privées comme des noobs. Et donc, du coup, ce qui s'est passé sur ce token, c'est terrible. On va le voir. Il est passé littéralement à 0. Alors, voilà un StakeHand exprimé en ETH. Eh ben, c'est pas joli à voir. Hein. Tout se passait très bien, on était quasiment à 1, et puis boum, ça vaut 0, quoi. Et donc, du coup, qui avait de l'argent là-dedans? Celsius. Et Celsius, ils font du yield. Et ça s'est passé, évidemment, en juin de l'année dernière. Ils n'ont pas averti leurs clients que c'est ça qui se passait. Et on pense qu'ils ont... Enfin, ils avaient au moins 38 000 Ethers dedans. Et on pense
qu'ils en ont plutôt dans les 42 000. C'est très, très, très probable. Voici les différents wallets qui étaient exposés. Et en gros, ils ont perdu 71 millions. Alors, est-ce que Celsius est solvable? Je pense que non. Est-ce que Celsius a joué avec les UST? Je pense que oui. Si on a des fonds sur Celsius, à mon avis, il faut partir en courant. Voilà l'histoire. Maintenant, on va regarder un petit peu l'histoire de Swissborg. Alors, Swissborg, c'est une autre boîte. C'est un exchange qui aussi fait du yield sur les trucs. C'est-à-dire que, comme dans un exchange, vous pouvez cash in et cash out des euros et des dollars, certainement, pour pouvoir acheter du Bitcoin et puis retirer vos Bitcoins sur la blockchain si ça vous fait plaisir. Mais leur proposition de valeur, c'est que vous pouvez être totalement noob sur les cryptos, leur confier vos crypto-monnaies et non seulement ils vont vous les garder de manière sécurisée, mais en plus, ils vont vous rémunérer pour ça. Donc c'est quand même l'inverse d'un custody classique. Eux, ils vous rémunèrent pour garder vos fonds. C'est quand même cool. Et donc, du coup, ils le faisaient ça ils le font plus exactement sur plusieurs coins et notamment sur l'Ethereum. Et comment ça se passait chez Swissborg? Eh bien, c'est très simple. Ils vous donnaient du yield sur des STETH, mais pas les STETH qui sont tombés à zéro, les STETH qui sont pour l'instant 14e de marché. Et le problème, c'est que, eh bien, là, ils viennent de perdre environ 3% de leurs fonds en Ethereum. Et en plus, ils promettent du yield. Alors, ils promettent, il me semble, attendez, je vais vérifier sur mon téléphone immédiatement. Je crois qu'ils promettent dans les 3-4% de yield sur Ethereum. Donc, non seulement ils vont devoir trouver de l'argent pour payer, voilà, là ils promettent 3,9%. Donc, ils vous disent, nous, on vous donne 3,9% ETH par an. Et ils en perdent 3% de l'autre côté. Qui provenait des STETH, du yield sur le STETH, ça c'est pas de problème, mais sauf que le STETH il vaut plus autant. Donc là, à chaque fois qu'ils veulent payer le yield de leurs clients, eh ben, ils sont obligés de prendre leurs pertes sur les Ethereum stackés, quoi. Et j'ai donné en amont les explications pourquoi je pense que le fait que la market cap telle qu'on peut l'afficher là, qui est devenue plate, représente certainement un dépeg qui va persister, c'est-à-dire que l'Ethereum stacké va se trader sous le 1 pour 1 pendant un très long moment et probablement soit jusqu'à le redépart d'un bull market, soit jusqu'à l'avènement de la proof of stake. Et probablement, plus on va se rapprocher de la date de la proof of stake, et moins le dépeg va... on va dire qu'il va, à mon avis, continuer de dégringoler pendant un moment jusqu'à ce que le marché price le risque que la proof of stake arrive dans 45 ans. Et il arrive dans plus longtemps que prévu, sachant qu'elle est repoussée tous les trimestres depuis des années, depuis au moins 4 ans, elle est repoussée tous les trimestres de 1, 2 ou 3 trimestres. Donc, c'est comme ça, quoi. Donc, du coup, on sait pas... à chaque fois qu'on s'approche de la date s'éloigne de nous, quoi. Donc, du coup, le marché doit pricer ça. Et je sais, pour l'instant, il le price à 3% de premium pour les gens qui veulent sortir. Et 3% de bonus pour les gens qui veulent rentrer. D'accord. À mon avis, ça va être plus cher.
Et à mon avis, quand on se rapprochera de la prochaine échéance, ça va certainement remonter, quoi. Voilà. Donc, du coup, conclusion. Swissborg est dans la merde par rapport à ça. Mais Swissborg faisait aussi, et ça, je pourrais vous le montrer, il faisait aussi de l'UST. Mais c'est bon, regardez, ils ont mis un sticker risk warning. Donc, Ouais, je pense qu'on ne voyait pas bien parce que t'étais. vous verrez sur l'interface de Swissborg. Ils ont mis risque alerte. Donc, je pense que les gens sont bons, quoi. Donc, voilà. Donc, ils faisaient aussi de l'UST et disons que je connais des gens qui connaissent des gens qui travaillent chez Swissborg et il y a des rumeurs qui tendraient à me faire penser que les yields qu'ils proposaient sur l'USDC ou sur l'USDT, c'était en fait tout simplement de l'argent qui swappait directement en UST, au moins pour partie, pour aller le foutre sur Encore Protocol, et que en réalité, ils ont, comme tout le monde, de toute façon, ils en proposaient donc, pour leurs clients qui voulaient prendre le risque en toute conscience. Ils le faisaient déjà pour ces clients-là, mais en réalité, une partie au moins du yield qu'ils prononçaient venait de UST, et ils ont probablement pris un bouillon incroyable là-dessus. Donc, ils ont un trou de comptabilité sur très certainement, j'affirme rien, il semblerait que peut-être ils aient un trou de comptabilité sur l'Ethereum. Il semblerait aussi, parce qu'étant exposé à l'IDO, bon voilà, et il semblerait que peut-être ils ont un trou de comptabilité sur l'UST, bien que, enfin sur le reste de leur stablecoin et pas seulement sur l'UST. C'est une probabilité que, disons que si j'avais des fonds chez Swissborg, j'évaluerais le risque et reward de continuer à leur faire confiance. Ouais, surtout que les rewards sont c'est 3-4%, c'est ça, c'est assez light. Ouais, comme tout le monde en ce moment. Et peut-être qu'il y a une raison. S'ils ont arrêté. Voilà. Faut voir. Donc la conclusion, c'est de faire vraiment attention sur les plateformes de... Moi, à titre personnel, je ne peux pas donner de conseils, mais je peux dire ce que je fais moi. Je fais confiance à aucun de ces gens-là. Voilà. Et parce que je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle et je ne suis pas le seul à le penser. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous pensez que Swissborg va tenir, déjà, j'espère que vous avez raison. Et que vous pensez que, en tout cas, le risque-reward est positif, allez-y, foncez. Hein. Pourquoi pas, hein. Moi, je trouve que ça vaut pas. On n'a pas parlé de Nexo. Alors, Nexo, c'est une autre histoire. Moi, j'avais dit aux gens que je ne faisais pas confiance à Nexo pour des raisons analogues, pour des raisonnements analogues. Et puis ensuite, j'avais partagé sur Twitter un post qui parlait de trucs, etc. Et puis en fait, en creusant un peu, je me suis aperçu que finalement, les gens ont commencé à paniquer parce que on pouvait activer une option sur Nexo qui en fait bloquait les fonds pendant une période où je ne sais pas quoi. Je ne connais pas exactement suffisamment bien la plateforme pour donner tous les détails. Et il y a des gens qui, si vous voulez, ont confondu le fait que Nexo n'était pas solvable et ne voulait pas les rembourser avec le fait que tout simplement ils avaient activé l'option pour bloquer leurs fonds et que donc du coup leurs fonds n'étaient plus accessibles pendant une période où je ne sais pas quoi. Donc en fait, le petit coup de panique qu'il y avait eu à ce moment-là, c'était tout simplement une rumeur. Donc pour l'instant, on n'a pas d'éléments factuels par rapport à Nexo qui pourrait laisser penser que c'est une entreprise qui n'est pas solvable. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur un fait qui est intéressant, que j'avais envoyé il n'y a pas longtemps ici.
Alors ça, c'est une enquête du Terra USD et du DPEG du Terra USD par des gens qui ont fait en faisant une enquête on-chain, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont regardé ce qui se passait sur la blockchain pour essayer d'en déduire des choses. Et il y a des acteurs qui ont fait des choses. Et il y a 8 wallets qui sont des whales et qui ont vraiment fait swinguer un peu les cours à ce moment-là. Soit pour se protéger, c'est-à-dire sortir du protocole tout simplement, soit pour essayer de profiter de la baisse et faire des shorts ou faire de l'arbitrage ou gagner de l'argent sur ce phénomène, ou extraire de la valeur de ce phénomène. Bref, parmi ces wallets, il y a ce qu'ils appellent dans leur enquête le wallet B, qui est cette adresse et dont on pense fortement que c'est Celsius pour différentes raisons. Il faut lire l'article pour en comprendre tous les tenants et les aboutissants, mais c'est assez convaincant de mon point de vue. Et ça voudrait dire que Celsius avait une connaissance très approfondie des phénomènes. Il ne semble pas que leurs mouvements soient des mouvements de panic-sell ou je ne sais pas quoi. C'est des gens qui comprenaient un petit peu les mécanismes sous-jacents au Terra UST. Donc, c'est des suppositions ou c'est des faisceaux d'indices, mais des gens qui avaient une telle connaissance de ce truc-là, s'ils ont finalement bouffé du pognon et s'ils ont finalement fait un énorme trou dans leur compta sur ce DPEG en sachant que ils avaient une connaissance approfondie de la chose, c'est quand même bizarre. Il y a de fortes chances de penser que dans toutes ces opérations, ils ont gagné de l'argent. Mais peut-être pas, peut-être qu'ils ont fait des fausses manips et que ils se sont brûlés les ailes en pensant que leur connaissance de l'écosystème allait leur permettre d'extraire de la valeur de ce DPEG. Quoi qu'il en soit, ils ont bouffé 71 millions sur le ST, l'Ethereum stacké de StakeHunt, puisque maintenant ce token-là vaut 0 et que c'est eux qui en possèdent le plus, quoi. Enfin, entre 50 et 71 millions à peu près. Donc peut-être ils se sont refaits en partie sur cette histoire. Et du coup, les gens qui ont du pognon chez Celsius ne sauront pas qu'il y a eu un va-et-vient extraordinaire et qu'ils ont extrait beaucoup de valeur de l'UST et qu'ils se sont refaits du fait de l'énorme claque qui se sont pris sur les Ethereum stackés. On ne sait pas ce qui se passe derrière les rideaux parce que justement, ces entreprises n'ont aucune transparence. Mais on les a vus très très actifs en tout cas sur cette histoire de UST, quoi. Et très certainement, ils sont du côté des gagnants. Mais je peux pas en être sûr. Et en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'ils sont du côté des perdants, côté StakeHunt, ça c'est clair. Ouais. On a quelques commentaires. Les UST de Nexo étaient synthétiques. Nexo a communiqué par le passé qu'il garantissait les stablecoins. Ouais, ils garantissent, quoi. Moi aussi, je vous garantis, hein, ce que vous voulez d'ailleurs. Je veux dire, c'est leur parole. Non mais, voilà, c'est tout le problème de la crypto et de la pas crypto, quoi. Quand vous êtes dans le monde de la finance traditionnelle, si vous allez chez un broker, je sais pas si vous allez chez Swissquote ou chez je sais pas qui, n'importe quel broker d'actions. Il y a des processus juridiques, etc. Et puis vous avez plus ou moins confiance dans cet acteur, quoi. Mais de temps en temps, il y a un scandale, il y a un mec qui se barre avec la caisse, et puis finalement, les clients sont lésés. Mais il y a quand même des recours juridiques, il y a des gens qui peuvent aller en prison, etc. Bon, bref, il y a un game qu'on connaît et dont on a l'habitude, quoi. Du côté des cryptos, comme le Bitcoin ou autres, il y a une forme de transparence, c'est comme on dit trustless.
Vous n'avez pas, si vous voulez, si je vous dis que je vous ai envoyé 15 bitcoins, vous n'avez pas besoin de me faire confiance et il n'y a pas de tiers de confiance et c'est toute la valeur ajoutée de la crypto. Vous allez recevoir ces 15 bitcoins dans votre wallet, il n'y aura pas eu d'intermédiaire entre moi et vous et il y aura eu un réseau de mineurs qui aura sécurisé et certifié cette transaction sans que personne n'ait besoin de faire confiance à personne. Et là, on fait de la crypto, c'est-à-dire un truc qui est trustless, mais on remet un tiers de confiance dans le circuit. Et ce tiers de confiance, c'est Swissborg, c'est Nexo, c'est Binance, c'est FTX, etc., etc. Et donc, du coup, on crée les cryptos pour sortir de cette histoire de tiers de confiance, et puis on remet un tiers de confiance dans le truc là. Ouais, et donc, du coup, vous, ce que vous me dites, c'est non, mais c'était des trucs synthétiques et de toute façon, ils ont dit qu'ils étaient chat perché et qu'ils vous le garantissaient. Mais moi, je vous pose la question, d'où vient le yield, d'où vient le taux d'intérêt que ces plateformes vous payent? Comment, d'où l'argent, est-ce qu'il tombe du ciel ou est-ce qu'ils le font travailler d'une manière X ou Y? Bon, moi, je vous le dis, ils font travailler d'une manière X ou Y, ils ne tombent pas du ciel. Maintenant, la question, c'est comment ils font pour le faire travailler et quels risques ils prennent pour le faire travailler. S'ils prennent... y a des protocoles. Et donc, du coup, ce qu'ils font, en fait, en réalité, c'est qu'ils utilisent la défi. Et la défi, il y a plusieurs risques. Il y a des risques techniques, du hack, etc. Et puis, il y a des risques de montage, comme par exemple dans le cas de l'UST, est-ce que leur algorithme tient la route ou pas? Il y a des théories économiques et tout. Donc, ces gens-là, vous ne savez pas les risques qu'ils prennent et les risques qu'ils ne prennent pas. Ça se trouve, c'est des super bons, des mecs super bons qui font pas d'erreurs ou peu d'erreurs. Et donc, du coup, ils se font jamais avoir. En plus de ça, ils répartissent leurs risques, ils gèrent le risque très, très bien. Donc, même s'il y a un hack dans un protocole, bon, bah, ils prennent une perte, mais ils vont la rembourser avec soit un trésor de guerre, soit comment dit-on, soit un trésor de guerre, soit ils vont amortir leurs bénéfices sur une période de temps et encaisser la perte. Et en fait, ça fait partie de leur gestion du risque. Ils savent que parfois, ils vont avoir des coups de pas de bol et des hackings et des machins comme ça. Soit ils gèrent leur risque très très mal, ils se prennent des bouillons incroyables, ils vont couler la baraque, et puis c'est tout. Mais vous, ce que vous voyez, c'est le rideau. Vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière le rideau. Posez-vous la question, est-ce que j'ai confiance par rapport à ce qui se passe derrière le rideau, sachant qu'il y a eu Hiroshima et Nagasaki récemment, et qu'on ne sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qui s'est passé derrière le rideau chez ces gens-là. Peut-être que certains ont profité de cette baisse, peut-être que d'autres peut-être qu'il y a des gagnants et des perdants. Et si vous voulez avoir confiance en ces boîtes, je ne peux pas ni vous donner confiance, ni entamer le on dépend de boîtes jeunes et de la solvabilité directe en fait, de ces boîtes. Si les boîtes si ces entreprises ont un problème quelconque dans la comptabilité, et elles peuvent fermer du jour au lendemain et on n'aurait que les yeux. Vous avez quoi comme recours, quoi? Les mecs éventuellement iront en tôle, bon bah super. C'est génial, quoi. Ouais. Ils vont en tôle, c'est une très belle satisfaction, mais vous ne reverrez pas votre argent. Et puis alors il y a un autre truc, c'est que regardez la transparence dont Just Mining a fait preuve. Et regardez la transparence dont la boîte dont je parlais à l'instant, là, il me semble que c'est Celsius, j'ai peur de confondre, de dire une bêtise, mais je crois que c'est Celsius. Oui, c'est Celsius. Just Mining, Celsius a caché la perte des Ethereum de leurs clients pendant 1 an à leurs clients, jusqu'à ce que ça sorte. C'est sorti il n'y a pas longtemps. Just Mining a communiqué dans l'heure, ou dans les quelques heures. Je pense que c'était un petit peu obligé parce que vu qu'ils avaient eu récemment le PSAN, la réglementation de l'AMF pour les prestataires d'actifs numériques, ils sont quand même un petit peu passés la loupe
Et ils ont un droit à l'erreur qui est comme ça. Peu importe les raisons, mais en tout cas, il y a eu de la transparence. Peu importe les raisons, mais en tout cas, il y a de la transparence d'un côté et pas de transparence de l'autre. On peut que leur saluer. Et peut-être que cette transparence n'est pas de la bonne foi, mais tout simplement, elle était obligatoire parce qu'ils n'avaient pas le choix. Peu importe, en tout cas, il y a eu de la transparence. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, je trouve qu'ils ont été incroyablement légers sur leur due diligence par rapport à l'UST. Parce que si un gars comme moi, tout seul dans son bureau, et qui a pour ressource tout simplement lire les documentations et expérimenter les protocoles par lui-même, et un background technique, c'est vrai, mais je pense que Just Mining a le budget pour embaucher des ingénieurs et toutes sortes d'experts. Ils ont complètement le budget, hein, c'est une boîte qui a des moyens. Bah, ils n'ont pas fait leur due diligence correctement sur ce protocole. Ils auraient pu, ils n'ont pas informé. Enfin, je veux dire, les 4 followers de ma chaîne YouTube étaient mieux informés que les clients de Just Mining. Pour moi, on peut qualifier ça de faute professionnelle, moi je trouve. Mais c'est pas les pires. Tous les gens là qui ont proposé de l'UST à leurs clients sans en expliquer les risques, de Just Mining à Swissborg à d'autres, je trouve que c'est, comment dire, soit ils ont capitulé face à la pression de la demande des utilisateurs en renonçant au fait de leur dire non, mais vous n'avez pas compris, vous allez vous faire ouvrir. Et ils se sont dit bon, bah tant pis, on est obligé de suivre. Et puis Dieu seul sait, ça se trouve, ce machin-là, il va cracher dans 2 ans et nous, on aura perdu tellement de parts de marché. Et voilà. Soit ils ont capitulé face à la demande des utilisateurs, ce que je peux comprendre, hein. Soit ils n'ont pas fait leur devoir du tout. Et dans les 2 cas, je trouve que c'est un problème. Ouais, bah après, c'est encore un secteur qui est assez jeune. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui se sont fait aveugler par les rendements un peu hallucinants qu'on voyait un peu partout sur la DeFi. Parce que là, on parle de 20% d'encore, mais on pouvait largement trouver mieux. On trouvait du 100%. Un peu. On pouvait trouver du 100% sur des trucs sans problème. Hein. Donc voilà, il y a eu un moment où c'est devenu un peu du n'importe quoi et bon, il y a eu ce rappel à l'ordre. Et là, c'est un peu soudain. Mais c'est vrai que ça n'a pas été géré au top. Espérons que. Moi, je dis en conclusion, suivez mon Twitter, suivez mon YouTube et suivez le Twitter et le YouTube de Diabolo. Vous aurez des vrais. Vous saurez ce qui se passe sous le. Ouais, en tout cas, je sais que ce qui se passe derrière le rideau. Chez Diabolo, les rendements qu'on crée, c'est du travail, quoi. C'est pas du différé à droite à gauche. C'est autre chose. Mais avoir la. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent facile. Oui. Soit vous avez de la chance et vous faites de l'argent dans les cryptos en rentrant et en sortant au bon moment parce que vous êtes. Soit c'est du travail, vous vous informez, vous vous intéressez à la tech, vous vous intéressez à ce qu'il y a derrière, et derrière, éventuellement, vous pouvez éviter des pièges qui sont dommages. Vous pouvez saisir des opportunités avant les autres parce que vous avez compris des phénomènes avant les autres. Ça peut vous éviter des déconvenus, de vous intéresser aux fondamentaux, ça peut vous éviter des déconvenus et vous offrir des opportunités avant les autres. Ouais, réfléchir, donc ça va être le mot de la fin, réfléchir à 2 fois avant quand on voit un rendement intéressant, de sauter les pieds joints et mettre tout son capital dessus, quoi. Très attention. Ouais. D'où vient l'argent, comment ça marche, quoi. Comment travaille notre argent. Quelle est l'entreprise qui est derrière, sa solvabilité, mais bon, après
c'est triste à dire, mais 99% des gens font pas ce travail-là. Et t'auras beau mettre des warnings. Bah, tu vois, le warning que tu as fait avec le Terra Luna il y a 8 mois, tu passais pour un extraterrestre à l'époque. Ouais, bon, j'ai reçu des insultes, mais j'ai reçu globalement beaucoup de remerciements. Les gens sont quand même contents hein, de recevoir des informations de qualité. Faut pas croire. Faut pas croire que tout le monde est stupide. Hein. C'est pas du tout vrai. Hein. Ouais, et comme dit Patoff, ouais, on a cité que Celsius, Nexo, Swissborg, mais il y a aussi YieldApp et YouHolder qui sont dans le même panier finalement. Tous. Ils sont tous. Ils sont tous. Suspect. Ils sont pas tous coupables, mais ils sont tous suspects de mon point de vue. Ouais. Moi, un mec, moi, me baser sur la confiance, baser mon. Faire confiance à des gens, je le fais aisément dans un contexte positif. Mais dans un contexte où il s'est passé ce qui vient de se passer, continuer de faire confiance à des gens aveuglément, sachant je le redis, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé derrière, ça me paraît déraisonnable. Mais c'est mon avis. Vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Ça marche. Bon, bah, tac, tac. On peut avoir le nom de la chaîne de YouTube de Laurent? Bah, bien sûr. Vas-y. Je t'en prie. Le nom de ma chaîne, c'est Coin comme un coin, donc C-O-I-N, espace S-U. Coin-SU. Abonnez-vous. Ouais, carrément, abonnez-vous. Ça marche. Bon, merci à Laurent. Merci à toi. Et bah, si on a d'autres sujets brûlants à passer sur notre chaîne, ben. Mais il y en a 50 des sujets intéressants. Ouais. Alors, on essaiera de faire plus concis la prochaine fois. Espérons que c'est pas pour compter les morts. Mais moi, j'espère qu'il y en aura zéro et que tout le monde réussira à taper dans. Tous ceux qui ont des problèmes réussiront à taper dans de l'argent de VC et finalement cacher leur déconvenus. Oui, bon, après les VC ils sont pas stupides non plus. Si, Ouais, mais si tu peux racheter une boîte qui a, en couvrant ses pertes, si tu peux acheter, je sais pas moi, 50% d'une boîte qui valait avant le crash, je sais pas combien de milliards, et que là tu as juste à combler un trou de trésorerie et que tu peux acheter à vil prix leurs actions, peut-être que ça peut intéresser des gens, ça aussi. C'est pas faux. Donc, imaginons que là, que finalement, donner 71 millions à je sais pas qui, à Celsius, ça te permet de racheter une grande partie de leur boîte pour pas si cher que ça. Peut-être qu'il y a des gens que ça intéresse. Hein. Ouais. Je sais pas. Il y a des deals qui sont trouvables, peut-être. Ouais, c'est comme les prix des tokens en ce moment. Ouais, il y a certains VC qui peuvent être tentés de rafler. Il faut, voilà quoi, c'est un peu la base. Ça va être buy low, sell high. Hein. Les mecs se disent tiens, il y a un truc en solde, éventuellement ça peut m'intéresser. Celsius est en solde, ah bon, bah pourquoi? Alors c'est quoi qui s'est passé? Racontez-moi. Et puis peut-être que ça les intéresse, les mecs, on ne sait pas. Voilà. Ok, bah espérons en tout cas qu'il y aura le moins de. Espérons qu'il n'y aura pas de morts. En tout cas, à mon avis, il y a des blessés, mais on verra. Hein. Allez, on se tient au courant. Ça marche. Bah, allez, merci à toi, Laurent. Et à la prochaine. Ciao, merci à tout le monde. Salut.